Mes parents m'ont traitée comme si j'étais morte pendant 8 longues années. Pas un appel, pas une lettre. Le silence absolu. Et puis, ce matin, mon visage s'est affiché en couverture de Foi Challenge, à côté d'une valorisation de 450 millions d'euros. Exactement 2 heures plus tard. Mon téléphone s'est allumé. C'était un SMS de ma mère. Dîner de réveillon en famille à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter. J'ai relu le message 2 fois. Je n'ai pas ressenti la vieille douleur du rejet. J'ai ressenti la froide précision d'un scientifique observant un spécimen sous un microscope. Je savais exactement ce que discussion importante signifiait dans ma famille. Ça voulait dire qu'ils avaient besoin d'argent. Alors j'ai répondu par 3 mots simples. Je serai là. Et ce soir, j'ai franchi le seuil de leur porte avec la seule chose qu'ils n'avaient pas vue venir. Avant d'ouvrir cette vieille blessure, mettez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Je veux voir qui est éveillé avec moi. Pour comprendre pourquoi j'ai répondu à ce SMS. Vous devez comprendre la nuit où je suis morte. C'était un mardi de novembre. Il y a 8 ans. L'air, dans la bibliothèque de notre hôtel particulier à Neuilly, et sentait le vieux cuir. Le cognac hors de prix et le désespoir de mon père. Mon père, Charles-Henri, ne me regardait pas quand il parlait. Il fixait le feu de cheminée, faisant tourner son verre. Il m'a dit que l'entreprise familiale faisait face à une crise de liquidité. Il utilisait des mots comme effet de levier et alliance stratégique. Puis il a lâché la bombe. Il m'a dit que la famille Rochefort, nos plus grands rivaux dans l'immobilier, avait proposé une fusion, une injection de capital de 20 millions d'euros. Mais l'accord avait une condition. L'héritier Rochefort. Un homme dont la cruauté se murmurait dans tous les cercles privés de Paris. Voulait une épouse avec le bon pédigré. Mon père s'est alors tourné vers moi. Il ne m'a pas demandé si je l'aimais. Il ne m'a pas demandé si j'étais heureuse. Il m'a regardé comme un boucher. Regarde un morceau de choix. Il a dit « C'est un bon parti. » Manon, ça règle tout. Ce n'était pas une demande en mariage. C'était une liquidation. J'étais l'actif vendu pour couvrir les créances douteuses. Je me suis levée. Mes jambes pesaient 1 tonne, comme remplies de plomb. Mais ma voix était stable. Je lui ai dit que je n'étais pas une ligne comptable sur son bilan. Je lui ai dit que j'allais obtenir mon diplôme, monter ma propre boîte et me marier par amour, ou pas du tout. Je lui ai dit non. Je m'attendais à ce qu'il hurle. Je m'attendais à ce qu'il jette son verre dans la cheminée. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste posé son verre sur le sous-verre en acajou. Il m'a regardé avec un calme terrifiant et a dit « Si tu n'es pas un actif pour cette famille, Manon, alors tu es un passif. Et nous ne gardons pas de passif. » Il m'a dit de disparaître avant le matin. Il a dit qu'en ce qui le concernait, il n'avait qu'un seul enfant, mon frère. Amaury. Je suis montée faire un unique sac. J'ai pris mon ordinateur, mon passeport et les quelques bijoux que j'avais achetés avec mon argent de poche. Je n'ai pas pris les vêtements qu'il m'avait offerts. Je n'ai pas pris les clés de la voiture. En descendant le grand escalier pour la dernière fois, j'ai vu la lumière du salon. Ma mère, Béatrice, était assise sur le canapé beige. Son ordinateur ouvert. Elle ne pleurait pas. Elle ne se battait pas pour moi. Elle travaillait sur la carte de vœux familiale. Je me suis arrêtée dans l'ombre du couloir et j'ai regardé. Elle avait les preuves numériques de la photo à l'écran. Elle avait été prise l'été précédent au Cap Ferret. J'étais debout à gauche. Et souriante. Dans une robe bleue, ma mère a zoomé sur mon visage. Et puis, en quelques clics efficaces sur son trackpad, elle m'a sélectionné. Elle a appuyé sur supprimer. Le logiciel a rempli l'espace vide avec l'arrière-plan de l'océan. Lissant les pixels, jusqu'à ce qu'on croie que je n'avais jamais été là. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas fait de pause pour pleurer la fille qu'elle effaçait. Elle a juste ajusté le contraste. Centré mon frère Amaury dans le cadre. Et cliqué sur sauvegarder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité. Je n'étais pas déshéritée. J'étais effacée. Pour eux,
Mon existence n'était qu'une erreur de montage qu'ils avaient enfin corrigée. Je suis sortie par la porte d'entrée sous la pluie glaciale, et je ne me suis pas retournée. Je savais que si je me retournais, je me changerais en statue de sel. Ou pire, je supplierais qu'on me remette sur la photo. J'ai atterri dans la zone industrielle de Saint-Denis avec un sac de sport, un ordinateur et une rage capable d'alimenter tout un quartier. Je ne suis pas allée dans les espaces de coworking branchés avec machines à expresso et tables de ping-pong. J'ai trouvé un labo en sous-sol qui louait des paillasses à l'heure à des thésards fauchés. Ça sentait le formol, l'ozone et le désespoir. C'était parfait. Je ne pouvais pas me payer un appartement. Je ne pouvais même pas me payer une auberge de jeunesse. Alors, j'ai improvisé. Il y avait un placard de rangement au fond du labo, rempli de centrifugeuses en surplus et de boîtes de gants en latex. C'est devenu ma chambre. Je dormais sur un tapis de yoga trouvé dans une benne derrière un gymnase, enroulé autour de mon sac à dos comme un dragon gardant son trésor. Mon régime se composait de barres protéinées périmées achetées en gros dans un magasin de déstockage. Ça avait le goût de la craie et de la sciure. Mais ça avait la densité calorique nécessaire pour faire fonctionner mon cerveau. Je ne mangeais pas pour le plaisir. J'alimentais une machine. Les gens me demandent toujours, quand ils entendent cette partie de l'histoire, pourquoi je n'ai pas simplement appelé à la maison. Ils disent « Ta mère ne t'aurait sûrement pas laissé mourir de faim ». Ils me regardent avec pitié, imaginant que c'était l'orgueil qui me privait d'un repas chaud. Ils ne comprennent pas la chaîne invisible du survivant. Quand vous êtes le bouc émissaire, celui qu'on a effacé, vous apprenez une vérité fondamentale sur la faim. Il y a la faim physique, qui est une crampe d'estomac, un mal de tête sourd, une faiblesse dans les membres. Et puis il y a la faim spirituelle, la faim de validation, la faim qu'on vous laisse rentrer à la maison, la faim d'être pardonné pour le crime d'exister. Si j'avais appelé mon père, si j'avais supplié pour un virement, j'aurais été nourrie, mais le prix de ce repas aurait été mon autonomie. Ça aurait été l'aveu que j'étais incapable de survivre sans leur argent, sans leur nom. Ça aurait été le collier qui se referme autour de mon cou. Le chien affamé qui retourne vers le maître qui le bat n'est pas loyal. Il est brisé. Il a accepté que la douleur soit le prix de l'existence. J'ai réalisé que si je prenais un centime d'eux, je ne quitterais plus jamais cette cage. Alors j'ai choisi la famine physique plutôt que la mort spirituelle. J'ai choisi le sol froid d'un placard de stockage plutôt que les draps en soie chaude d'une chambre d'amis à Neuilly. Parce que dans ce placard, j'étais libre. La faim me gardait affûtée. Elle clarifiait mes priorités. Elle brûlait les derniers vestiges de la fille qu'il voulait que je sois et ne laissait que l'architecte de mon propre avenir. Je passais 10 à 8 heures par jour à coder des séquences d'ADN synthétique. Je construisais une plateforme pour modéliser des maladies génétiques rares, le genre que les géants pharmaceutiques ignoraient parce qu'il n'y avait pas assez de profit dans le remède. Je ne le faisais pas par charité. Je le faisais parce que je savais que le marché était inefficace. Je savais que si je pouvais automatiser le processus de découverte, je posséderais la propriété intellectuelle dont les géants avaient besoin pour survivre. Je n'ai parlé à aucun être humain pendant 3 mois. Sauf pour payer mes heures de labo. Je suis devenue un fantôme. J'ai dépouillé tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai cessé d'être la fille de Charles-Henri et Béatrice. J'ai cessé d'être la sœur d'Amaury. Je suis devenue pure fonction. Et puis, ça a marché. L'algorithme a prédit avec succès un repliement de protéines qui déconcertait les chercheurs depuis une décennie. Je n'ai pas fait la fête. Je n'ai pas sabré le champagne. J'ai regardé les données sur mon écran fissuré. Et j'ai ressenti une satisfaction froide et silencieuse. J'avais prouvé mon hypothèse. La biologie est impitoyable. Mais elle est honnête. Elle se fiche de votre pédigré ou de votre rang social. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui fonctionne. Et je fonctionnais. 8 ans plus tard. Je me tenais dans le bureau de l'avocat, spécialisé en saisie le plus cher de Paris. Avenue Hoche. Il s'appelait Maître Delacroix. Et il ressemblait à un requin qui aurait appris à porter un costume. Il n'a pas demandé pourquoi je voulais racheter la dette en souffrance d'une société immobilière de Neuilly au bord du gouffre.
Il n'a pas demandé pourquoi je payais une prime pour accélérer le transfert de propriété avant la fin de la journée. Il a juste poussé les documents sur le bureau, en acajou. Vous comprenez les termes. Mademoiselle Athée, il demandait « Une fois que vous signez ceci, vous possédez la créance, vous possédez les arriérés. Vous possédez essentiellement le droit d'expulser les occupants avec un préavis de 24 heures. » Je n'ai pas souri. J'ai pris le stylo. Je comprends parfaitement. J'ai signé mon nom. Ce n'était pas le gribouillage tremblant de la jeune fille de 10 à 9 ans jetée sous la pluie. C'était la signature d'une PDG qui avait tenu tête aux investisseurs et aux régulateurs européens. C'était net, anguleux et définitif. Félicitations, a dit Delacroix en faisant glisser un appareil noir et élégant sur la table. Nous avons chargé le dossier complet là-dessus. C'était une tablette sécurisée. Cryptage militaire. Abritant l'âme numérique de l'entreprise de mon père. Elle contenait les actes hypothécaires, les avis de défaut de paiement, les emails paniqués aux créanciers et les cautions personnelles signées par Charles-Henri et Béatrice. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Elle semblait dense, comme une étoile effondrée. J'ai pris la tablette et je suis sortie sur l'avenue Hoche. L'air était vif, sentant les marrons chauds et les gaz d'échappement. J'avais l'arme. Maintenant, il me fallait l'armure. J'ai hélé un taxi pour la concession Bentley. Je suis entrée en jean et pull en cachemire, ressemblant à n'importe quel fondateur de tech qui venait de vendre sa licorne. Le vendeur m'a jaugé, ses yeux glissant vers mes bottes. Ma montre, faisant le calcul mental de sa commission. J'ai besoin de quelque chose pour aller à Neuilly. Ai-je dit « ce soir ?» Il m'a dirigé vers un Ben Taïga d'un vert anglais qui hurlait vieille fortune et indifférence. Celui-ci vient d'arriver. Tivuit. Finition Mullinaire. C'est silencieux comme une tombe à l'intérieur. Je le prends. Ai-je dit? Il a cligné des yeux. Voulez-vous l'essayer? Non. Je voudrais le payer. 30 minutes plus tard. J'étais au volant. Le cuir sentait la victoire. Le moteur ronronnait avec un grondement bas et menaçant. Je ne l'ai pas acheté parce que j'aime les voitures. Je l'ai acheté parce qu'à Neuilly, une Toyota est un véhicule de service. Et une Mercedes est ce que conduit la nounou. Une Bentley. C'est un camouflage urbain. C'est un signal qui dit « j'appartiens à ce monde ». Et je suis plus puissante que vous. Je me suis insérée sur le périphérique. Direction l'ouest, alors que la silhouette de Paris s'estompait dans le rétroviseur. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. La plupart des gens sont nerveux quand ils retournent sur les lieux de leur traumatisme. Ils angoissent. Ils régressent. Je ne ressentais pas d'anxiété. Je ressentais la concentration froide et calme d'un prédateur entrant dans un écosystème familier. Je ne rentrais pas à la maison pour mendier une place à table. Je rentrais pour acheter la table, la brûler pour faire du bois de chauffage, et en construire une nouvelle sur les cendres. J'ai jeté un coup d'œil au siège passager. La tablette reflétait les lampadaires qui défilaient. Il était temps d'aller dîner. Le portail en fer, forgé de la propriété, a gémi en s'ouvrant, m'admettant dans le sanctuaire de mon effacement. J'ai conduit la Bentley dans la longue allée bordée de chênes centenaires. La maison se dressait devant moi. Une bâtisse imposante en briques rouges et pierres blanches. Elle semblait exactement la même que la nuit où je suis partie. Seulement plus petite. Ou peut être que c'est moi qui avais grandi. Je me suis garée à côté de la classe S de mon père et de la Porsche d'Amaury. J'ai coupé le moteur et je suis restée un instant dans le silence. Je n'avais pas peur. La peur est une réaction à l'inconnu. Je savais exactement ce qui m'attendait là-dedans. Je suis sortie. L'air sentait la terre humide et la Seine toute proche. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'atteigne les marches. Ma mère, Béatrice, se tenait là. Elle portait un chemisier en soie crème et le genre de perles qui implique une supériorité morale. Elle a ouvert les bras. Manon, a-t-elle soufflé, m'attirant dans une étreinte qui ressemblait à un enroulement de fil barbelé. Tu as l'air fatiguée. C'était la première attaque. Subtile. Mine de rien,
Je vais bien, mère, ai-je dit en reculant. Mon frère, Amaury, est apparu dans le hall. Il avait 25 ans maintenant, tenait un verre de whisky et portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il m'a toisé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon jean et mon pull. Il a eu un petit sourire méprisant. Toujours à jouer à la scientifique. Hein? A-t-il demandé. Je vois que la tech ne t'a pas appris comment t'habiller pour dîner. Il ne savait pas que le pull était un Loro Piana. Il ne savait pas que la montre à mon poignet coûtait plus cher que sa Porsche. Pour lui, j'étais toujours l'échec qui n'avait pas épousé l'héritier Rochefort. J'étais la variable qui ne collait pas à l'équation. Content de te voir aussi. Amaury. Ai-je dit? Nous sommes passés dans la salle à manger. La table était dressée avec le service des grands jours. La pièce sentait le lys, la fleur des enterrements et des tentatives désespérées de masquer la pourriture. Mon père, Charles-Henri, était en bout de table. Il s'est levé, mais ne m'a pas prise dans ses bras. Il a désigné la chaise à sa droite, la place d'honneur. Le piège, le dîner était une performance. Ils ont posé des questions polies et creuses sur mon petit labo. Ils n'ont pas demandé de nouvelles de mon entrée en bourse. Ils n'ont pas demandé de nouvelles de ma découverte scientifique. Ils parlaient du country club, des voisins, de la météo, le bruit de fond des gens qui sont terrifiés par le silence. Quand le café a été servi, l'atmosphère de la pièce a changé. La pression a chuté. C'était l'heure. Charles-Henri s'est éclairci la gorge. Il a posé ses mains à plat sur la table. « Manon. » A-t-il dit, sa voix descendant d'une octave vers son registre à faire. « Nous ne t'avons pas seulement fait venir ici pour prendre des nouvelles. Nous t'offrons une opportunité. » Il a fait une pause. Attendant de la gratitude. Je l'ai juste fixé. Le marché a été difficile. Athée, il continuait. Des vents contraires réglementaires. Nous faisons face à une crise de trésorerie temporaire. L'exposition totale est d'environ 28 millions. Il a dit le chiffre rapidement, essayant de l'enterrer. 28 millions. Nous avons besoin d'un pont. A-t-il dit. 5 millions. Pour calmer les banques. Nous sommes prêts à te laisser entrer au capital. Tu peux avoir un siège au conseil d'administration. Tu peux aider à sauver l'héritage. Il ne demandait pas d'aide. Il présentait ça comme une faveur qu'il me faisait. Il m'offrait un ticket de retour dans la famille dont il m'avait viré. Et le prix était de 5 millions d'euros. J'ai regardé autour de la table. J'ai regardé ma mère, tamponnant ses yeux secs avec une serviette. J'ai regardé Amaury, faisant tourner son whisky. L'air ennuyé mais tendu. Et j'ai regardé mon père. Il existe un concept en psychologie appelé blessure narcissique. Cela explique la rage et le ressentiment qu'un narcissique ressent lorsque sa fausse image de soi est menacée. En les regardant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Il n'était pas heureux que j'ai réussi. Il détestait ça. Mon succès était un miroir reflétant leur échec. Chaque euro que j'avais gagné était la preuve que leur jugement sur moi avait été faux. Ils ne voulaient pas mon argent parce qu'ils me respectaient. Ils le voulaient parce qu'ils s'estimaient y avoir droit. Ils me voyaient comme une ressource à récolter. Un donneur d'organes à vider pour maintenir en vie le corps mourant de leur train de vie. Ils ne regardaient pas une fille prodigue qui revenait. Ils regardaient un chéquier. 5 millions. Ai-je répété. Pour sauver l'héritage. C'est ton nom. Aussi, a chuchoté Béatrice. Tu ne veux pas protéger ton nom? J'ai plongé la main dans mon sac. Je n'ai pas sorti de carnet de chèques. J'ai sorti la tablette sécurisée. Je pense, ai-je dit, qu'il faut rectifier les faits. J'ai posé la tablette sur la table en acajou, avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence soudain. J'ai glissé mon pouce sur l'écran. La lumière bleue illuminant mon visage dans la pièce sombre. Je n'ai pas 5 millions d'euros pour un prêt relais. Ai-je dit, ma voix aussi calme que l'hiver. Parce que j'ai dépensé 28 millions et demi d'euros hier. J'ai retourné la tablette et je l'ai fait glisser vers mon père. Sur l'écran, il y avait un acte de cession numérique.
Il indiquait l'acheteur comme Chimera Holdings. Et en dessous, le gérant associé Manon. J'ai racheté votre dette. Ai-je dit? Chaque hypothèque, chaque ligne de crédit, chaque caution personnelle. Mon père fixait l'écran. Son visage s'est vidé de son sang, devenant gris et cireux. Chimera Holdings. Hâté, il chuchotait. C'est toi, c'est moi. Ai-je confirmé? Je possède la dette sur cette maison. Je possède la dette sur l'immeuble de bureau. Je possède la dette sur les projets à la Défense. Depuis ce matin, je possède tout. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet étranglé. Amaury a arrêté de faire tourner son whisky. Il m'a regardé, puis la tablette, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'incrédulité. Tu ne peux pas faire ça, a bégayé Amaury. C'est une affaire de famille. C'était une affaire de famille. Ai-je corrigé? Maintenant, c'est mon affaire. Et je réclame le remboursement des prêts. Manon a supplié ma mère, la voix tremblante. Nous sommes tes parents. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas nous expulser. Vous m'avez expulsé. Ai-je dit? Vous m'avez effacé. Vous avez brûlé mes photos. Vous m'avez retiré de la succession. Vous avez été très clair sur le fait que je ne faisais plus partie de cette famille. Donc, et je traite ça exactement pour ce que c'est une transaction commerciale. Charles-Henri a levé les yeux de la tablette. Son regard était dur. Qu'à froid? Tu crois que tu peux juste entrer ici et tout prendre? On va te poursuivre. On va bloquer ça au tribunal pendant des années. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un prédateur qui a déjà refermé le piège. Vous pouvez essayer. Ai-je dit? Mais avant d'appeler vos avocats, vous devriez regarder le document suivant. J'ai balayé l'écran. Un nouveau PDF est apparu. C'était une demande de prêt datant d'il y a 5 ans. Un prêt à taux élevé et à court terme qui avait été le premier domino à tomber dans l'effondrement de l'entreprise. En bas de la page, il y avait une signature. Manon. C'est ma signature. Ai-je dit? Ou plutôt, c'est une très bonne imitation de ma signature. J'ai regardé Amaury. Il a tressailli. J'étais enfermée dans mon labo quand ça a été signé. Ai-je continué? J'ai les relevés de cartes bancaires, les registres du laboratoire et les billets d'avion pour le prouver. Mais quelqu'un dans cette pièce avait besoin d'un garant avec un fonds fiduciaire pour sécuriser le prêt. Quelqu'un qui pensait que j'étais partie pour de bon et que je ne le découvrirais jamais. J'ai balayé à nouveau. Un rapport d'analyse graphologique est apparu à l'écran. Il concluait, avec une probabilité de 99%, que la signature avait été contrefaite par la même main qui signait les chèques d'Amaury. Faux et usage de faux. C'est du pénal. Ai-je dit? Ma voix tombant dans un murmure. L'escroquerie bancaire est un crime grave. Si je donne ça au procureur, Amaury va en prison pour très longtemps. Le silence dans la pièce était absolu. Amaury avait l'air sur le point de vomir. Ma mère sanglotait doucement dans sa serviette. Mon père avait l'air vaincu. Un roi dont le château venait de tomber en poussière. « Qu'est-ce que tu veux » a demandé Charles-Henri. La voix rauque. « Je veux que vous me cédiez le capital restant de l'entreprise. » Ai-je dit? Je veux que vous signiez une renonciation totale à toute réclamation. Et je veux que vous libériez cette maison avant la fin du mois. Et si on le fait, alors la preuve de la falsification disparaît. Ai-je dit? Amaury évite la prison. Vous partez sans rien. Mais vous partez libre. J'ai plongé la main dans mon sac à nouveau et j'ai sorti un carnet de chèques. J'ai rédigé un chèque de 700 000 €. Je l'ai détaché et placé à côté de la tablette. Considérez ça comme une charité. Ai-je dit? C'est plus que ce que vous m'avez donné quand vous m'avez mise à la porte. Mon père a regardé le chèque. Il a regardé Amaury. Terrifié et pâle, il a regardé ma mère, brisée et en pleurs. Puis il a pris le stylet. Il a signé. Amaury a signé. Béatrice a signé. C'était fait.
L'héritage était à moi. La vengeance était complète. Mais en les regardant s'effondrer, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste pour les punir. C'était pour me libérer. C'était pour prouver, une fois pour toutes, que je n'étais pas le passif. J'étais l'actif. Et je venais de tous les acquérir. Les parents ont signé les papiers. Leur signature tremblante mais contraignante. Ils ont quitté la maison ce soir-là, ne prenant que ceux qui tenaient dans leur voiture. J'ai regardé par la fenêtre, les feux arrière, s'éloigner dans la longue allée. La lueur rouge disparaissant dans l'obscurité, comme les dernières braises d'un feu mourant. Grand-mère Marguerite s'est levée de son fauteuil près de la fenêtre. Elle a marché vers moi. Ses mouvements lents mais dignes. Elle a fouillé dans la poche de son gilet et en a sorti une petite bourse en velours. J'ai gardé ça pour toi. À thé, elle dit en me la pressant dans la main. Depuis la nuit où tu es parti. J'ai ouvert la bourse. À l'intérieur, il y avait un médaillon en or antique. Je l'ai reconnu immédiatement. Il avait appartenu à sa mère. J'ai ouvert le fermoir. À l'intérieur, il y avait une minuscule photo fanée de moi enfant. T'es souriante, inconsciente de l'effacement à venir. Je ne les ai jamais laissés toucher à ça. Hâtée, elle chuchotait. Je t'ai gardé en sécurité là-dedans. J'ai refermé ma main sur le médaillon, sentant la chaleur du métal contre ma paume. C'était une petite chose, mais c'était une preuve. La preuve que je n'avais pas été complètement effacée. La preuve que quelqu'un avait gardé une partie de moi vivante, même durant les années les plus sombres. J'ai vendu la propriété de Neuilly 3 semaines plus tard. Je ne voulais pas y vivre. Je ne voulais pas la rénover. Je voulais qu'elle disparaisse. Le produit de la vente, ainsi que les actifs liquidés de l'entreprise, étaient substantiels. Je n'ai pas acheté de yacht. Je n'ai pas acheté d'île. J'ai pris l'argent et j'ai lancé la Fondation Grâce, Marguerite. C'est un programme de bourse et de subventions spécifiquement pour les jeunes femmes qui ont été reniées par leur famille pour avoir refusé de se conformer. Nous fournissons les frais de scolarité, le logement et le capital d'amorçage pour leur start-up. Nous leur donnons les ressources pour construire leur propre table, afin qu'elles n'aient jamais à mendier un siège à celle de quelqu'un d'autre. Les gens me demandent souvent si je regrette ce que j'ai fait, si je me sens coupable d'avoir détruit l'héritage de ma famille. Je leur dis que je ne l'ai pas détruit. Je l'ai fait évoluer. J'ai pris un héritage bâti sur l'exclusion et la peur, et je l'ai transformé en un héritage bâti sur l'émancipation et la survie. La meilleure vengeance n'est pas de brûler la maison de l'ennemi. C'est d'utiliser les briques pour construire un abri pour ceux qu'ils ont essayé de laisser dehors, dans le froid.